Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les ambassadeurs de Chine et du Japon qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Nous les écouterons dans quelques instants. Le président de la République a reçu des félicitations de la part du président fédéral de la République d'Autriche et de la vice-présidente de la République de Namibie. Le chef de l'État l'avait annoncé, le plafonnement des prix du café est effectif. L'État prendra en charge la différence suite à la hausse des prix de cette matière, une décision largement saluée. Et l'État est dans ce journal. Commémoration du premier anniversaire de l'opération déluge d'Al-Aqsa, les Palestiniens avaient fait subir un cuisant revers à l'entité sioniste qui depuis a donné libre cours à sa barbarie. L'avenir des Razaouis est annihilé alors qu'ils tentent encore de survivre aux attaques de l'occupant. Le Maroc, plaque tournante du trafic de drogue, selon des rapports de l'ONU. L'affaire de l'Escobar du dessert révèle l'étendue de la machine qui nuit à tout le continent avec l'implication totale du Marzen. De nombreux Razaouis ont choisi l'image pour raconter leur quotidien sous les bombes et documenter la tragédie que vit Raza. Leur courage est salué au Festival international du film arabe d'Oran. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce lundi au siège de la présidence de la République l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Li Jiang, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. L'ambassadeur de Chine a réaffirmé la solidité des relations stratégiques algéro-chinoises qui entament une nouvelle ère. Je vous invite à écouter. Au cours des 2 dernières années depuis ma prise de fonction, sous la direction des 2 chefs d'État, le partenariat stratégique global sino-algérien est entré dans une nouvelle ère. La confiance mutuelle stratégique et la coordination politique entre nos 2 pays se sont renforcées davantage. Et les 2 parties ont maintenu une coopération plus étroite dans les affaires multilatérales et œuvrer ensemble au maintien de la paix internationale et régionale. La coopération économique et commerciale sino-algérienne est dynamique. Notre coopération dans le domaine traditionnel de la construction d'infrastructures s'intensifie et la construction de la ligne ferroviaire Péchard-Tindouf-Kara-Djibilé avance bien. Un consensus préliminaire a été parvenu sur la modalité du financement de certains projets importants. En même temps, nos 2 parties ont continué à promouvoir la coopération dans des domaines tels que l'économie numérique, la culture moderne, les nouvelles énergies, l'intelligence artificielle et la lutte contre la désertification, etc. De plus en plus d'entreprises chinoises ont une bonne volonté de venir investir en Algérie, considèrent que l'Algérie comme un marché de bonne qualité dans la région et sont confiantes dans les perspectives de développement du pays. Les échanges humains sino-algériens sont riches et variés. Pendant 2 ans écoulés, plus de 20 ministres et plus de 100 délégations des 2 parties se sont rendus mutuellement des visites. Cela a promu surtout la coopération dans le domaine des parlementaires, des partis politiques, de la jeunesse, des femmes, des anciens combattants, des personnes handicapées, des syndicats, etc. Et a montré en plus la nature globale et croissante de la coopération sino-algérienne. Avec l'approfondissement des échanges humains, j'espère que la coopération touristique des 2 pays connaîtra de nouveaux progrès. Actuellement, sous la direction du président Tebboune, l'Algérie a déjà trouvé une voie de développement conforme à ses propres réalités. La Chine soutient fermement l'Algérie dans sa poursuite de cette voie. Et la Chine soutient fermement l'Algérie à jouer un rôle important au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et à jouer un rôle de pilotage dans les affaires régionales. La Chine est prête à continuer à travailler avec l'Algérie pour mettre en œuvre conjointement les 10 actions de partenariat entre la Chine et l'Afrique déclarées par le président Xi Jinping lors du sommet FOCAC et pour contribuer davantage à l'édification de l'Algérie nouvelle pendant le second mandat du président Tebboune.
Le président de la République a également reçu au siège de la présidence de la République l'ambassadeur du Japon, Kono Akira, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. L'ambassadeur du Japon a affirmé que l'excellence des relations entre l'Algérie et le Japon depuis plus de 60 ans a permis de concrétiser plusieurs projets dans différents domaines. On l'écoute. Je viens d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au terme de ma mission en tant que l'ambassadeur du Japon en Algérie, pays qui m'a offert un accueil aussi chaleureux qu'inoubliable durant mon séjour qui a duré presque 4 ans. L'Algérie est désormais le pays où j'ai séjourné le plus longtemps dans ma vie professionnelle de diplomate. Le Japon et l'Algérie entretiennent d'excellentes relations depuis plus de 60 ans. Ces longues années de l'amitié et de la confiance mutuelle nous ont permis de concrétiser pendant ma mission divers projets bilatéraux tels que les 2 cadres juridiques dans le domaine économique, notamment l'accord sur la non-double imposition d'impôts, ainsi que l'accord de la création du comité bilatéral économique mixte, qui sont tous les 2 entrés en vigueur cette année. Reprise des programmes de la coopération technique de la JICA, notre agence de coopération technique, après la période de Covid-19, notamment comme pilier dans les domaines de la pêche, la gestion des risques majeurs et la transition énergétique. Enfin, la toute première exercice conjoint entre les forces navales algériennes et la force maritime d'autodéfense japonaise au large de la côte méditerranéenne en juillet dernier. Je tiens à exprimer ici mes plus vifs respects et ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont toujours été à mes côtés. Le président fédéral de la République d'Autriche, Alexander Van der Bellen, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En voici le contenu. Monsieur le Président, en mon nom propre et au nom du peuple autrichien, je vous adresse mes chaleureuses félicitations pour votre réélection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. L'excellence des relations entre nos 2 pays m'incite à vouloir travailler ensemble pour l'approfondissement de la coopération bilatérale. Les échanges économiques et l'investissement sont les facteurs essentiels pour atteindre cet objectif, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, car l'Autriche considère l'Algérie comme un partenaire essentiel pour elle et pour l'Europe dans la réalisation de la transition énergétique à travers le projet du corridor sud d'hydrogène de l'Algérie vers l'Autriche. Je saisis cette occasion également pour vous exprimer ainsi qu'au peuple algérien mes meilleurs vœux à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse révolution du 1er novembre et vous adresse mes plus hautes expressions de considération. La vice-présidente de la République de Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En voici le contenu. Monsieur le Président, au nom du gouvernement et du peuple namibien, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre réélection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Votre brillante victoire témoigne de la confiance du peuple algérien en votre leadership et votre vision de l'avenir de votre pays. Je reste convaincue que l'Algérie atteindra à nouveau les sommets du développement et de la prospérité. En tant que pays permanent engagé en faveur de la justice, des droits de l'homme, du droit à l'autodétermination et de la décolonisation. La Namibie est prête à engager des consultations avec vous sur les moyens de soutenir les peuples du Sahara occidental et de la Palestine. La Namibie
attache une grande importance aux relations fraternelles qui lient depuis longtemps nos deux pays fondés sur la coopération, l'unité et une vision commune. Alors que vous prenez vos nobles fonctions, je tiens à vous exprimer ma joie à la perspective de travailler avec vous afin d'améliorer et de renforcer les liens d'amitié qui nous unissent et vous adresse mes plus hautes expressions de considération. Fin du message de la vice-présidente namibienne. Dans l'actualité, cette décision de plafonner les prix du café sur le marché national, l'État prend en charge la différence des prix après l'importante hausse qu'a connue ce produit. Le président l'avait annoncé lors de son entrevue avec les médias nationaux. Une première quantité de café au prix plafonné a été injectée hier dans les marchés de gros, selon le ministère du Commerce. Cette décision qui vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens a été largement saluée, y compris par les producteurs. Maya Kharfi, Walid Yousfi. Nous sommes ici à Bektouta, dans la capitale, au niveau de l'une des plus importantes unités de torréfaction, mouture et conditionnement de café du pays. Plusieurs tonnes sont produites ici chaque jour. Elles sont ensuite commercialisées à un prix désormais plafonné par l'État à 1250 dinars le kilogramme pour le café arabica et 1000 dinars le kilogramme pour le robusta. Après la promulgation du décret exécutif relatif au plafonnement des prix du café, notre entreprise a été la première à appliquer les nouveaux prix. Nous avons aussi contacté les grossistes pour les informer des nouveaux prix. Une initiative qui vise à assurer une marge bénéficiaire raisonnable aux opérateurs économiques face aux fluctuations des prix du café sur les marchés internationaux, mais avant tout à préserver le pouvoir d'achat du consommateur algérien. C'est une décision louable. Cela permet aux citoyens de continuer à acheter ce produit à un prix raisonnable. J'espère que cette décision sera appliquée aux autres produits de large consommation. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les opérateurs activant sur toute la chaîne de distribution ainsi que les importateurs pour garantir l'application progressive de ce décret. Nous avons commencé aujourd'hui à injecter des quantités de café à un prix plafonné au niveau des grossistes. Des poursuites judiciaires sont prévues en cas de non-respect des prix fixés. Les consommateurs sont appelés à dénoncer toute pratique frauduleuse. En solidarité avec le peuple palestinien et en contestation des violations sionistes à l'encontre des civils à Gaza, l'Union générale des travailleurs algériens à Alger a organisé un sit-in pour exprimer son soutien à la cause palestinienne. Les participants ont réitéré à l'occasion le droit du peuple palestinien à libérer sa terre et à la protéger. Un autre sit-in a été organisé ce matin également par les travailleurs de l'entreprise publique de télévision et la radio nationale en solidarité avec les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, et pour dénoncer le génocide par l'entité sioniste. Les directeurs généraux des deux organes ont pris part à ce sit-in. Et l'Algérie est complètement engagée pour la cause palestinienne. Elle mène une bataille diplomatique farouche. Son soutien au peuple palestinien à sa juste cause depuis son accession en janvier dernier au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Le chef de l'État avait instruit d'inscrire les questions de paix et de sécurité internationale parmi les priorités du pays durant son mandat au sein de l'organe onusien. Yanis Daïd Belkacem nous en dit plus. Depuis le début de la guerre génocidaire sioniste à Gaza, l'Algérie a assumé le rôle de chef de file sous la conduite du président de la République, accordant un soutien et une solidarité à toute épreuve avec la cause palestinienne, qualifiant les exactions sionistes à l'encontre du peuple palestinien de véritables crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie, par le biais de son ambassadeur Ammar Benjama, a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à une solution urgente de cesser le feu à Gaza. En mars dernier, elle a rédigé une proposition traitant des éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. Le texte initié par l'Algérie est appuyé par les autres membres élus, a été adopté et ce pour la première fois depuis le début de la guerre contre Gaza et après 4 tentatives précédentes qui ont échoué en raison du veto américain.
Ce texte exigeait un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan, garantissant que l'aide humanitaire parvienne à la population et la libération des détenus. La mission algérienne au sein de l'organe central de l'ONU a joué un rôle de premier plan en incluant certaines de ses préoccupations dans le texte final d'un projet de résolution proposé par les États-Unis dans le cadre de la recherche d'une issue à même de mettre fin au massacre sioniste contre l'enclave assiégée qui ne compte plus que ses martyrs. L'Algérie, qui a fait de la cause palestinienne le fil conducteur de toutes ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, entend poursuivre par ailleurs les démarches nécessaires pour permettre à l'État de Palestine de devenir membre à part entière de l'ONU, savourant pour le moment une victoire conséquente, celle de siéger par ordre alphabétique des États. Depuis New York, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a réitéré l'engagement fort et sincère de l'Algérie à continuer à apporter son soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, visé par une campagne féroce menée par l'entité sioniste et ses soutiens. Une aide financière algérienne d'un montant de 15 millions de dollars a été déjà accordée à cette agence. Le rôle de l'Algérie visant à mobiliser davantage de voix soutenant le dossier palestinien a été vivement salué par l'ensemble des Palestiniens. Les Palestiniens qui, il y a un an, jour pour jour, ont fait subir un cuisant revers à l'entité sioniste avec l'opération Le Déluge d'Al-Aqsa. Une humiliation pour l'armée coloniale sioniste. Touché dans son orgueil, l'occupant israélien a répliqué dès le lendemain de la manière la plus barbare et commet depuis les pires atrocités à l'encontre du peuple palestinien. Nawel Abed. Le Déluge d'Al-Aqsa. Une opération venue démonter le mythe d'une armée invincible. C'est là que réside toute l'humiliation. Un revers qui, de l'avis des spécialistes de la question, n'est autre qu'une réaction légitime de la population razaoui qui vit depuis des décennies dans une prison à ciel ouvert. Une détonation pour faire entendre sa voix étouffée. Une démonstration de force pour faire sortir le dossier de la cause palestinienne de l'oubli, de la négligence, de l'ignorance peut-être et du déni, mais certainement de la politique du fait accompli imposée par l'occupant et ses alliés. Ce qui est sûr, c'est que par cet acte, la résistance a réussi à faire revenir la cause palestinienne au devant de la scène internationale. Le prix a été certes fort, mais lorsque l'on est convaincu de la justesse de sa cause et de la légitimité de son combat, le sacrifice devient un honneur et la victoire ne se calcule pas par le nombre des victimes. Car la réaction de l'entité a été démesurée, aveugle. Une machine de guerre a été enclenchée, une guerre asymétrique où femmes et enfants ont été les principales victimes, où les écoles, les hôpitaux et les abris ont été les premières cibles. Plus de 42 000 victimes en une année. Un système de santé ruiné. Gaza reflète aujourd'hui l'image de l'apocalypse, des images insoutenables ayant fait le tour du monde et qui ont fait réagir quasiment les sociétés civiles à travers tous les pays face au mutisme et à la passivité complice de beaucoup de gouvernants qui ont tenté et tentent encore d'inverser les rôles en mettant le bourreau à la place de la victime, ignorant sciemment que la cause palestinienne n'est autre qu'une question de décolonisation, une question de droit international. Cette notion, vidée de sa substance, eu égard d'un côté aux agissements arbitraires et impunis de l'entité sioniste qui mène toute une région à l'embrasement et de l'autre côté à l'inertie des institutions internationales, l'ONU et son Conseil de sécurité en tête, qui continuent de fonctionner avec un système révolu, archaïque, remontant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bref, un mode de fonctionnement que les experts qualifient carrément d'anachronique à une ère où la démocratie et les droits de l'homme sont prônés par ces mêmes puissances. Un droit, une démocratie et une liberté qui finalement s'avèrent être à deux vitesses, mais qui n'entament en rien la détermination d'une résistance qui ne s'éteindra certainement pas avec la liquidation de ses leaders. Car l'on peut, c'est vrai, assassiner des hommes, mais jamais leurs idéaux.
Et justement, la résistance palestinienne fait toujours preuve d'une grande résilience et affirme poursuivre la confrontation dans une bataille d'usure, longue, douloureuse et coûteuse pour l'ennemi, a affirmé le porte-parole des brigades Al-Qassem, Abu Ubaïda. En parallèle des affrontements, les bombardements sionistes sanglants se poursuivent. Au moins 39 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Et nous vous invitons à suivre l'émission Question d'actu qui retracera, plutôt qui traitera ce soir le dossier de la guerre à Gaza. L'armée d'occupation israélienne s'apprête à étendre ses opérations dans la zone côtière du sud du Liban. Elle menace les habitants qui pourraient se rendre sur les plages ou en mer dans cette région. L'entité sioniste bombarde quotidiennement des dizaines de villages et de villes libanaises, en plus de la banlieue sud de la capitale Beyrouth. 2000 personnes ont été tuées dans ces attaques. Les rues de la capitale marocaine, Rabat, ont été le théâtre dimanche d'une marche populaire massive pour exiger la fin de la normalisation et l'annulation des accords entre le Marzen et l'entité sioniste, sous le slogan « Déluge d'Al-Aqsa jusqu'à la libération de la Palestine et la fin de la normalisation ». La marche s'est tenue avec la participation d'organisations politiques, syndicales et associatives et des organisations de défense des droits de l'homme. Elle a regroupé toutes les franges de la société marocaine. Le Maroc, plaque tournante du trafic de drogue, selon des rapports de l'ONU. L'affaire de l'Escobar du désert en a révélé les ramifications, l'étendue de la machine est régionale et internationale et nuit à tout le continent comme le démontrent de nouveaux éléments de l'affaire avec l'implication totale du Marzen. Amal Barakwa. Ce sont des révélations explosives et des rapports accablants qui ont éclaté au grand jour, mettant en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant de l'Afrique à l'Europe. Ces révélations mettent en cause plusieurs hauts responsables marocains dans ce commerce international, révélant l'ampleur de ces réseaux criminels. Le scandale de l'Escobar du désert et les déclarations d'un haut responsable du ministère de l'Intérieur marocain lèvent le voile sur la nature de ce régime belliqueux, considéré comme un narco-État et dont l'économie est aujourd'hui dépendante de la drogue. La culture de cannabis est d'ailleurs légalisée dans ce pays. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé l'affaire de l'Escobar du désert, qui, telle une boîte de Pandore, a divulgué des informations fracassantes sur les ramifications tentaculaires de ce trafic transcontinental. On y découvre que l'Hadj Ahmed Ben Brahim, alias le Malien, entretient des liens étroits avec de hauts responsables politiques et sécuritaires, ainsi que des personnalités influentes telles que l'ancien président du club Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, et l'ex-député Abdembi Boui, tous deux membres du parti de l'authenticité et de la modernité, une formation politique de premier plan au Maroc. Leur implication illustre l'ampleur de la corruption qui mine le Marzen. Des rapports médiatiques locaux ont révélé que l'Escobar du désert est en fait une création du Marzen qui a transformé cet ancien berger en un baron de la drogue. Des médias espagnols ont également révélé l'implication de la marine royale marocaine dans des opérations d'introduction de stupéfiants, notamment en Espagne. Ce régime a également mis en place des réseaux sophistiqués pour acheminer la drogue vers l'Europe et le Sahel et inonder le marché avec des tonnes de stupéfiants, avec la bénédiction des services secrets marocains. Une situation qui suscite l'inquiétude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui, dans un récent rapport, a mis en lumière l'implication de la marine royale marocaine dans l'introduction des drogues et l'émergence de nouvelles routes maritimes, avec la complicité de politiciens, de membres des forces de sécurité et du pouvoir judiciaire. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ces mêmes partis ont intensifié l'utilisation des ports du Sahara occidental pour recevoir des cargaisons de cocaïne avec la bénédiction des services des renseignements marocains. Le trafic de drogue est même devenu un instrument de la politique étrangère marocaine. Les fonds illicites servent en effet à corrompre des institutions et des responsables politiques à l'étranger, dans le but de rallier des soutiens à la position marocaine, notamment sur la question sahraoui. Selon les observateurs, ce trafic juteux génère en effet des bénéfices faramineux qui alimentent une caisse noire, servant les ambitions expansionnistes et colonialistes du royaume. Agissant sous l'influence de l'entité sioniste, le régime du Marzen inonde la région de tonnes de ce poison dans le but de propager la consommation de drogue et détruire la jeunesse.
ce qui représente une réelle menace, favorisant le développement des réseaux criminels et la déstabilisation de la région. Toujours à l'étranger, le président Kais Saïed, réélu à la tête de la Tunisie par 89,2% des voix lors du vote organisé hier. Le taux de participation est de 27,7% avec un nombre estimé à 2 460 000 votants. Dès l'annonce des résultats préliminaires à la télévision publique, les partisans du président Saïed sont descendus par centaines sur l'avenue principale de Tunis pour fêter sa victoire à coups de klaxons et de chants patriotiques. Retour dans le pays, on revient à la résistance palestinienne qui a de multiples formes. La caméra et l'image en font partie. De nombreux Razaouis ont choisi ces moyens pour raconter leur quotidien dans l'enclave sous les bombes et pour documenter la tragédie que vit Gaza. Leur courage a été salué au Festival international de films arabes d'Oran. Ahmed Nebesh nous en parle. Oran, 13h30, à la salle de cinéma à Saada. C'est ici où se sont donné rendez-vous ces cinéastes et le public cinéphile pour découvrir le travail de 22 réalisateurs et réalisatrices razaouis qui ont choisi la caméra comme moyen de lutte contre le colonialisme et faire du film un outil de dénonciation contre la répression et les exactions commises par l'entité sioniste envers le peuple palestinien. Quand je vois les médias qui sont pro-sionistes, je trouve que la moindre des choses pour les médias arabes, c'est d'être un peu solidaire avec ce peuple palestinien qui se fait massacrer depuis déjà 1 an maintenant, sinon depuis plus de 70 ans. On a un accueil très chaleureux du film, y compris notamment quand on était au TIFF, donc au Canada, à Toronto, où les gens ont envie de voir la voix qui vient vraiment de l'intérieur, parce que je pense qu'il y en a marre des news et des images qui sont un peu bombardées, et d'avoir des histoires de l'intérieur dites par ceux qui sont à l'intérieur. En fait, les gens ont besoin de ça et ça manque. Des courts-métrages réunis dans un projet appelé From Ground Zero, Distance Zéro, initié par le producteur et réalisateur Rachid Meshehraoui, palestinien de Gaza. السينما أداة كتير مهمة يعني في حرب أخرى جارية غير الحرب العسكرية اللي بتصير على الأرض. Le cinéma est important. Il y a une autre guerre qui est en train de se passer en ce moment, celle des images, celle des médias. Nous, on parle d'une colonisation de peuplement. Il faut raconter la véritable histoire, non celle véhiculée par certains médias occidentaux. On parle d'un peuple palestinien qui a une civilisation, qui a une culture, une géographie, un territoire, une culture. Et le cinéma peut raconter ça et doit transmettre ça au monde. فلازم احنا كمان الفلسطينيين يكون عندنا الحكايات تبعتنا اللي تطلع للعالم بالموازي. À travers leur réalisation, les jeunes de Gaza nous racontent la gravité et les conséquences dramatiques de la guerre menée par l'entité sioniste contre une population civile désarmée forcée à l'exil. في شهداء كل يوم، في ناس ميتة من الجوع، من القهر، من الحرب الإبادة. خلاص كفاية، اقبلوا. بنقول لهم الجزائر صمدت 130 سنة ودفعت 1.5 مليون شهيد. نحن بنتعلم من الجزائر. مش ضروري تحكي مع الولد هيك. Le public oranais a également pu découvrir ou redécouvrir le grand film Les Dupes, signé par le Syrien Tawfiq Saleh sur une histoire de Ghassan Kanavani. C'est en hommage et en soutien au peuple palestinien, frère. Voilà donc le cinéma contre la déshumanisation du peuple palestinien. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.